Dès la haute antiquité, les Égyptiens et les Grecs avaient identifié les propriétés électrostatiques de la laine et l'aimantation de la pierre de magnésie. Mais ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'homme comprit les fondements de l'électricité. Comprendre tout d'abord que l'électricité est, contrairement au feu, une forme invisible d'énergie qui peut fournir du travail mécanique. Mais aussi comprendre que, contrairement au bois, au charbon, au pétrole ou au gaz, on ne trouve pas d'électricité dans la nature et qu'il faut donc la fabriquer. Aussi, si l'électricité peut fournir du travail mécanique, pourquoi le travail mécanique ne serait-il pas l'ingrédient de base pour fabriquer l'électricité? C'est au titre de cette dualité qu'il faut revenir sur l'exceptionnel génie de Michel Faraday. Il y trouve la réponse dans l'interaction entre l'électricité et le magnétisme. En faisant tourner un disque métallique dans l'entrefer d'un électroaimant, il génère un courant électrique. La découverte est magique, son impact déterminant. La plupart des procédés de génération électrique ne sont rien d'autre que l'application du principe de l'induction électromagnétique découvert par le génial anglais. Un fluide en mouvement actionne une turbine qui à son tour entraîne le rotor d'un alternateur. La source primaire peut être le mouvement de l'eau, la force du vent, celle de la vapeur produite à partir d'eau chauffée avec du charbon, du fioul ou du combustible nucléaire, ou encore le déplacement des fumées résultant de la combustion de gaz naturel dans une turbine à gaz. Seul le solaire photovoltaïque diffère des autres procédés. Il s'agit d'un phénomène très particulier appelé effet photoélectrique que l'allemand Heinrich Hertz découvrit en 1887. La lumière incidente sur une plaque métallique y arrache les électrons et de ce fait y crée un courant électrique. Si l'électricité apparaît comme une forme d'énergie idéale, sa fabrication représente pourtant un gaspillage énergétique éhonté. Sur les 100% d'énergie primaire injectée en entrée de centrale, moins de 40% seront récupérés en sortie. Autrement dit, pour fabriquer une unité d'électricité, on brûle impunément presque 3 unités d'énergie primaire. Augmenter le rendement de la génération électrique représente donc un levier majeur de la transition énergétique. Nous y reviendrons dans un épisode ultérieur. En 2016, le charbon comptait pour 41% de la génération électrique, le gaz pour 22%, alors que le pétrole avec seulement 4% a presque totalement disparu du mix. En ce qui concerne les énergies décarbonées, l'hydroélectrique compte pour 16%, le nucléaire 11% et les renouvelables pour 7%. Les combustibles fossiles restituent aujourd'hui 67% d'électricité mondiale et sont responsables de 38% des émissions de gaz à effet de serre. Un courant électrique est un flux d'électrons se déplaçant à grande vitesse dans un fil métallique. Comme dans tout mouvement, des forces de frottement vont s'opposer au déplacement et produire de la chaleur irrémédiablement perdue. Ces pertes diminuent avec le carré de la tension. Aussi, est-il nécessaire de transporter l'électricité sur des grandes distances dans des lignes à haute tension de plusieurs centaines de milliers de volts. Au fur et à mesure que l'on se rapproche des utilisateurs, les puissances transportées décroissent, de même que la tension des lignes. Quand elle arrive chez le consommateur, la tension a été abaissée au traditionnel 220 volts. Contrairement aux combustibles fossiles, l'électricité n'est pas stockable. Une fois produite, si elle n'est pas instantanément consommée, elle sera irrémédiablement perdue. Pour en récupérer une partie, il est alors nécessaire de la convertir en une forme d'énergie stockable. Élément névralgique d'une voiture, la batterie transforme de l'énergie chimique en électricité. Mais lorsqu'on roule, l'alternateur injecte de l'électricité dans la batterie, ce qui régénère son énergie chimique. Le power to gas consiste à utiliser un surplus d'électricité bon marché, produite durant les heures creuses, pour la convertir en hydrogène via l'électrolyse de l'eau.
Les excédents d'électricité durant les heures creuses peuvent aussi être utilisés pour comprimer de l'air puis le stocker. L'air comprimé est alors récupéré à la demande durant les heures de pointe pour actionner une turbine et faire tourner un alternateur. Enfin, on peut aussi utiliser les excédents d'électricité pour actionner des pompes et remonter l'eau vers le lac de retenue d'une centrale hydroélectrique. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Bouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y parlerons de gaz et d'énergie renouvelable.